Et l'utilité des jeux, c'est d'avoir un héritage immatériel. C'est quoi l'héritage immatériel? C'est considérer que le plus grand événement du monde peut accélérer nos politiques publiques. On ne va pas réinventer la politique publique municipale. Les Jeux Olympiques, s'ils sont bien organisés, avec des valeurs fortes, ça peut être la plus belle des résiliences pour les Parisiennes et les Parisiens, pour qu'elles pensent qu'à la jeunesse, pour que les jeunes ne s'affrontent plus sur des questions identitaires, sur des questions religieuses, mais vont se rassembler autour. On va essayer de baisser de 2 degrés l'eau des piscines. Sauf qu'on avait oublié que tous nos agents, des fois, ils ne mettaient pas à 27 de base. À 27 de base. Et des fois, en fait, sans savoir, ils étaient à 30. Par contre, d'un coup, on est passé de 27 à 25. Donc, c'était passé des fois des piscines de 30 à 25. Donc là, il y a eu un effet peu gênant pour des usagers. Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast animé par David Bass qui donne la parole à des agents publics pour transmettre leur ambition pour la chose publique. Été des Jeux Olympiques et Paralympiques, Ambition Publique se devait de croiser action publique et jeux. Après avoir eu l'épisode avec Manon Jeunesse, athlète en préparation pour les Jeux, c'est au tour de l'administration, avec Boris Vassot, responsable héritage à la ville de Paris, de nous parler de son rôle pour les Jeux. Dans ce premier épisode, on revient sur son parcours et sur la phase de candidature de la ville pour obtenir les Jeux, quand il était alors au cabinet de l'élu au sport. Dans le second épisode, on évoque son action au sein de la ville au service de l'héritage des Jeux et nous donne aussi quelques conseils. Cette mini-série a spécialement été conçue avec le soutien de la CASDEN, la Banque des agents de la fonction publique, et plus précisément avec le Labo Innovation. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast et à le partager à 2 personnes autour de vous. Cela m'aide pour continuer à produire des nouveaux épisodes. Bonne écoute. Bonjour Boris. Salut David. Merci d'être avec nous, de parler de ton parcours et surtout, bien sûr, des Jeux Olympiques et comment tu y as contribué et comment tu y contribues aujourd'hui. Je vais d'abord te présenter et puis bien sûr, on reviendra sur ton parcours personnel, toute la phase de construction de la candidature de la ville de Paris pour les Jeux. Et dans une deuxième partie, on se concentre sur ton lien avec les Jeux une fois qu'ils sont décernés à Paris, en explorant le poste que tu occupes depuis 5 ans. Et dans une troisième partie, classiquement, les conseils professionnels que tu pourras donner à nos auditeurs. Alors, Boris Vassot, tu es né en juillet 1977 à Reims et après un bac scientifique, tu t'orientes sur une classe préparatoire pour les écoles d'ingénieurs pendant 2 ans à Reims. Tu intégreras ensuite l'Institut national polytechnique de Grenoble de 1997 à 2000 sur les thèmes énergie, télécommunications et fabrication du signal. Tu en sortiras diplômé en 2000 avec un projet de recherche pendant 3 ans sur le watermarking. Alors si j'ai bien compris en regardant mes recherches, il s'agit d'un système de marquage sur des œuvres invisibles à première vue, mais qui permettent de les authentifier ensuite. Et je pense que tu peut-être préciseras ensuite lors de notre échange de quoi il s'agit. Ce projet de recherche, tu le fais en étant rattaché au Centre national de recherche scientifique, le CNRS, au début de ta thèse. Et sur les 18 derniers mois de ce projet de 3 ans, tu travailleras au sein du département communication de Thales. 1 an plus tard, on est en septembre 2004, tu deviens conseiller logement et questions de société au sein du Parti socialiste en tant qu'assistant de Malek Bouti et d'Annick Le Petit. Tu vas sourire déjà. C'est un autre monde. Exactement. Tu vas assurer ces fonctions pendant 4 ans et en mars 2008, tu deviendras directeur de cabinet de la mairie de Noisy-le-Sec pendant 2 ans. Tu arrives à la ville de Paris en février 2010 en devenant conseiller technique au cabinet d'Olga Trostiansky pendant 4 ans, élu en charge des familles, de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. En 2014, au moment de la nouvelle mandature et de l'arrivée de la maire Anne Hidalgo, tu deviens conseiller technique au cabinet de Jean-François Martins, adjoint au sport et au tourisme, 4 ans, avant de devenir son directeur de cabinet adjoint en février 2018. C'est le moment où l'élu au sport de la ville récupère sa casquette des Jeux Olympiques et Paralympiques. En mai 2019, tu quittes les cabinets politiques pour passer côté administration, en tant que chef de projet héritage au sein de la délégation générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques au sein de la ville de Paris. Ton poste au sein de cette direction évoluera en juin 2022 pour devenir responsable héritage et mobilisation, Olympiade culturelle, éducation et emploi, toujours au sein de cette délégation, et poste que tu occupes actuellement. À côté de ça, tu as fait de l'escrime pendant 15 ans, avec même une participation au championnat de France d'escrime quand tu étais cadet, et du rugby en club pendant 4 ans. Maintenant, c'est plutôt la course à fond. Alors Boris, première question, toujours pour commencer, quel est ton plus beau souvenir sur ton parcours personnel ? Plus beau souvenir personnel, c'est en fait le coup du hasard. J'étais un jeune étudiant, je venais d'arriver en école d'ingénieur à Grenoble, j'avais envie de militer, j'ai
répondu à un petit questionnaire d'SOS Racisme au Crous le midi où je déjeunais. Et mon petit souvenir qui a changé ma vie, c'est que je réponds à ce questionnaire où je dis que j'ai envie de tout faire, distribuer les tracts, aider à la réflexion, lutter contre le racisme, contre l'extrême droite. Je suis invité à la première réunion, sauf que c'est vers 21h, je crois. Enfin, je me rappelle que c'était tard le soir. Il pleuvait. C'était assez loin de ma résidence universitaire où je logeais. Et je dis j'y vais pas. Puis j'y suis allé. Et ça a changé ma vie. Donc, ce petit conseil, il y a des coups du destin comme ça. A posteriori, si j'y étais pas allé, j'aurais peut-être pas milité en politique, j'aurais peut-être pas eu la carrière que j'ai maintenant. Mais je me rappelle très très bien de ce sentiment, ce doute-là. Il pleut, j'y vais en vélo, c'est pénible. Mais bon, j'y suis allé et j'ai découvert un environnement dans lequel je me suis complètement retrouvé. J'étais un petit militant de base, on n'était pas nombreux. Après, c'est devenu le plus gros comité de France d'SOS Racisme en 2 ans. J'en suis devenu le président. On a obtenu pas mal de jurisprudence sur la lutte contre les discriminations raciales à l'embauche, en boîte de nuit évidemment et dans le logement. Donc, je suis très fier de cet engagement. Mais c'est ce qui est marrant, c'est que ça se joue à rien le destin. J'y vais pas parce qu'il pleut. J'y suis allé. J'étais passé au travers de ton engagement pour SOS Racisme dans ta présentation. C'est devenu plus important que tes projets de recherche, que ta thèse. Ça est devenu ton activité principale. Rien n'a été écrit d'avance jusqu'à mes 40 ans, et même encore maintenant. C'est plutôt la chance que j'ai eue de faire des choses passionnantes, mais rien n'a été écrit d'avance. C'est-à-dire que j'ai fait une école d'ingénieur parce que j'étais bon en maths et en physique. Maths sup, maths spé, école d'ingénieur. C'était pas un choix de passion, c'était pas non plus un choix mauvais. Sauf que m'est arrivé le virus du militantisme, et c'est là où j'ai trouvé ma place. C'est-à-dire à essayer d'améliorer la vie des gens, lutter contre le racisme, pour plus d'égalité. Et ça, en fait, les courbes se sont croisées. La courbe professionnelle, où on va être ingénieur, on va gagner de l'argent, on va avoir une respectabilité sociale, je dirais. Et la courbe de la passion, en fait, j'aime bien l'altruisme, s'occuper des autres, changer la vie des autres, essayer de l'améliorer. Ça a pris le pas sur la raison professionnelle. Et j'ai eu de la chance, c'est toujours un peu de chance aussi, que y a des petits anges qui m'ont accompagné sur ce travail-là. Et quand je devais être ingénieur, j'ai croisé Malek Bouti, que je connaissais bien, c'était le président de SOS Racisme, j'avais beaucoup milité pour l'association. Au moment d'être ingénieur, il m'a dit viens me donner un coup de main au Parti Socialiste. Et donc je l'ai rejoint dans le parti de la gauche, auquel j'étais militant, auquel j'étais adhérent, mais jamais de ma vie, j'aurais cru que je pouvais être au siège du Parti Socialiste et travailler pour François Hollande, Ségolène Royal et les campagnes présidentielles. Ça te permet de faire la transition pour le Parti Socialiste, mais bon, on est en 2024, peut-être qu'on ne se rend pas compte du poids que pouvait représenter SOS Racisme à l'époque, entre 1997 et 2002. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être une ou deux victoires symboliques, et ensuite, bien sûr, l'émission que tu as occupée au Parti Socialiste sur les questions de logement et des questions de société. D'ailleurs, comment on devient expert sur ces questions, alors même que sa compétence technique, c'est une compétence ingénieur, une compétence scientifique, et moins militante? Que des bonnes questions. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, moi, fin des années 90, SOS Racisme était l'association majoritaire pour les jeunes, beaucoup de gens à gauche, mais pas qu'à gauche d'ailleurs, qui militaient. Et donc, quand j'y adhère, il y avait des manifestations à la Concorde avec des millions de personnes. Les stars à la télé avaient la petite main jaune SOS Racisme. Donc, c'était quelque chose d'assez gigantesque. Et quand j'adhère, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de militants à Grenoble. Et j'en ai pris la tête assez rapidement parce que j'étais motivé. J'avais une soif vraiment de militantisme, en fait, qui était en moi. Et j'ai trouvé ce chemin-là. Et donc, c'était une expérience extraordinaire. Et évidemment, quand à un moment donné, on milite pour l'égalité, on se bat au quotidien pour lutter contre les discriminations raciales, on gagne des procès, à un moment, on a envie d'avoir d'autres leviers de pouvoir pour changer plus la vie des gens encore. Et ça, c'est le politique qui te permet tout ça. Donc, assez naturellement, je me suis intéressé aux questions politiques et j'ai eu la chance d'adhérer en même temps aussi au Parti Socialiste. Ça aurait pu être un autre parti à gauche. Il y avait des militants d'SOS qui étaient au Parti communiste, d'autres qui étaient d'extrême gauche. Moi, c'était le Parti Socialiste, où je considérais que c'était, à partir de mes luttes sociales, associatives, c'était le bon levier pour que ces luttes deviennent des luttes politiques et toucher le plus grand nombre. Donc voilà comment je suis arrivé petit à petit au Parti Socialiste. Et ton recrutement se passe sur ton CV militant? Exactement. En fait, et c'est ça qui est intéressant parce que j'ai
parcours d'ingénieur. J'ai une thèse en sciences. J'ai a priori sur le papier pas de raison d'aller au Parti socialiste et d'être recruté, parce que j'étais recruté par Malek Bouti en 2004 sur les questions de société, sur le logement, la politique de l'asile et les quartiers populaires, et les luttes contre la toxicomanie aussi. Voilà, a priori sur mon CV, il n'y a rien de tout ça, sauf que et je retiendrai toujours ça du recrutement de Malek Bouti. Moi, il me connaissait, hein, il m'avait vu militer, il m'a dit le plus important, c'est pas les connaissances, c'est l'envie, la détermination et la volonté. Tu l'as, les connaissances, t'arriveras à les apprendre. Et il me disait ça, j'étais un gamin, donc je l'écoutais, j'étais déjà hyper fier, les larmes aux yeux, fils de boucher, arrivé au Parti socialiste, dans le plus grand parti de la gauche, c'était totalement inespéré pour moi, totalement, et puis jamais dans mes plus grands rêves, je pouvais y arriver. Donc il me disait en plus que c'était pas grave si j'y connaissais rien, que j'allais apprendre, parce que j'étais motivé. Donc moi je dis oui, et en fait il avait raison, et je me rappellerai toujours de ce recrutement de 2004, puisque toutes les personnes que je recrute maintenant, le plus important, et on peut se tromper dans les recrutements, et on peut se tromper, le plus important c'est ce qu'a la personne au fond d'elle-même, dans le job qu'elle va occuper, dans le job que tu lui proposes. Et après, si elle est motivée, si elle a vraiment envie, elle arrivera à apprendre. Les connaissances, c'est pas le plus compliqué, ce qui est le plus compliqué, c'est la motivation. Et alors de ce passage pendant 4 ans, donc tu acquiers beaucoup de connaissances, puisque tu le dis toi-même, c'était surtout la motivation et le désir d'aider avant tout, puis l'apprentissage des connaissances pendant ces 4 années. Mais tu deviens directeur de cabinet en 2008, donc c'est encore autre chose, encore un autre aspect de la vie politique militant. Quelle est cette expérience de 2 ans à Noisy-le-Sec ? Alors, je vais revenir pour comment je suis arrivé à Noisy-le-Sec, parce que je te dis que la motivation m'a permis d'avoir ce travail-là. C'était le profil que voulait Malek Bouti. Après, j'ai travaillé. Donc, c'est-à-dire je m'y suis mis, j'ai bossé, j'ai lu, j'ai organisé des experts pour après être compétent, au moins théoriquement, sur ces questions-là. Sauf qu'après 4 ans où j'avais beaucoup milité avant, ça m'a fait du bien d'être dans un bureau et enfin d'apprendre et de lire la presse et de m'enrichir intellectuellement et politiquement. Mais en fait, en vrai, au bout de 4 ans, j'avais envie de revenir sur le terrain. Et donc, dans mon courant politique, ça s'appelait la gauche socialiste, au Parti socialiste, j'ai demandé, quand arrivaient les élections municipales de 2008, là où je pouvais commencer à avoir une petite carrière politique locale. C'était ça l'ambition. Je voulais pas tellement travailler à Paris, je voulais pas militer à Paris parce que la gauche était déjà bien en place, il y a moins d'inégalités que dans d'autres départements franciliens. Donc, pour moi, c'est pas là où je pensais que les populations avaient plus besoin de gauche. C'est plus en banlieue, où là, il y a quand même beaucoup d'inégalités, des gens pauvres, des difficultés de services publics. Et donc, j'ai demandé avec mes collègues militants, où il y avait de la place. Et il se trouve qu'à Noisy-le-Sec, on avait une jeune candidate, Alda Pereira-Lemaître, qui était une militante de Ni Plus Ni Soumise. J'avais été très, très présent dans la création de l'association de Ni Plus Ni Soumise et dans les tout débuts. Donc, on avait déjà des atomes assez proches. Et en fait, on s'est vraiment aimé dans la campagne. Je suis devenu son directeur de campagne, alors que ça faisait 6 mois que j'étais... quelques semaines, même quelques mois que je commençais à travailler à Noisy-le-Sec. Donc, cette campagne où j'ai donné mes méthodes militantes que j'avais appris à SOS Racisme, que j'avais appris aussi avec des camarades socialistes dans l'Essonne, de faire du porte-à-porte, d'aller au-devant des habitants, de les convaincre en discutant. J'ai ouvert toutes les portes de Noisy-le-Sec, il y a quand même 38 000 habitants. Et cette campagne m'a légitimé à Noisy, alors que je venais juste d'arriver, j'étais de Paris, j'habitais pas à Noisy. Elle m'a permis d'être reconnu par les figures politiques locales. Et du coup, Alda Pereira-Lemaître, parce qu'on a gagné cette campagne-là, c'était la première fois qu'une candidate socialiste gagnait Noisy-le-Sec, m'a proposé de ne pas seulement être son directeur de campagne, mais de l'accompagner et d'être aussi son directeur de cabinet. Donc pendant 1 an et demi, j'ai été directeur de cabinet d'une ville de 38 000 habitants. Pour la petite histoire, j'ai appris ce qu'était directeur de cabinet entre le premier tour et le deuxième tour des élections municipales, puisque j'étais sur la liste au premier tour, assez éloigné parce que je venais d'arriver à Noisy. Et dans la fusion avec le Parti communiste au deuxième tour, c'est normal, je sors, j'étais dans la deuxième moitié de la liste. Et c'est là où Malek Bouti me dit, sois directeur de cabinet. Je dis, mais c'est quoi directeur de cabinet? Il me dit, tu verras. Et alors, c'est quoi? C'est quoi? C'est le bras droit du maire, de la maire. C'est l'homme de confiance de la maire, mais à la fois aussi la personne qui doit être au même niveau que le directeur général des services. Lui, c'est le chef de l'administration. Le directeur de cabinet et le lien entre la maire et le DGS, mais aussi le lien entre la maire et le groupe politique local.
On avait une majorité un peu compliquée, communiste, écologiste et socialiste. Donc en gros, c'est l'homme à tout faire. Il doit à la fois être garant de la politique municipale menée et de la campagne qui a été faite et les sujets qui ont permis à la maire de gagner. Il doit s'assurer que la majorité reste unie et vote bien les décisions du conseil municipal. Il doit faire en sorte que l'administration et les DGS et les DGA mettent bien en œuvre la ligne politique. Voilà, dans une ville en Île-de-France de 38 000, 40 000 habitants, c'est un personnage extrêmement important. Il a quasiment autant de pouvoir que la maire. En gros, la maire, c'est elle qui voit les habitants, et lui, c'est qu'il voit tout le reste et tout le cœur de l'organisation de la mairie. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est Boris. Tu rejoins ensuite la ville de Paris en tant que conseiller, d'abord dans un premier cabinet en 2010, mais on va plutôt passer directement à la case cabinet Martin au sport en 2014. Alors, comment tu y arrives en 2014 ? Est-ce que tu renoues avec une de tes passions d'enfance et tu te dis, il y a une occasion, j'ai envie de changer de portefeuille et d'aller plutôt sur la politique sportive ? Excellente question. Et tu vas être étonné de la réponse. Déjà, par rapport à la fonction de cabinet dont tu parlais, où il y a une clause de confiance, on peut partir du jour au lendemain, le membre de cabinet dépend aussi des élections municipales. Et moi, mon contrat s'arrêtait du coup en avril ou mai, en mai 2014, je crois. Et donc, il fallait que je retrouve un nouveau poste. Sauf que Anne Hidalgo avait décidé dans sa campagne d'avoir un tiers d'adjoints en moins. Donc, ça veut dire un tiers de collaborateurs en moins. Et parmi les 2 tiers d'adjoints, il y en avait plein qui étaient déjà des adjoints de Bertrand Delanoë. Donc, en fait, il restait très, très peu de place de collaborateurs en mai 2014 avec Anne Hidalgo, alors que moi, j'étais passionné. Pendant 4 ans, j'ai travaillé pour le SAMU social, pour les familles. Franchement, j'avais trouvé ma place où j'étais utile pour mettre en œuvre mes idées et puis surtout utile pour les Parisiennes et les Parisiens. Donc, le job de collaborateur de cabinet, j'ai trouvé on avait des responsabilités, on avait des leviers pour vraiment changer la vie des habitants. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Quelle est ma stratégie ? J'en ai 3. Premièrement, continuer sur le social, c'est là où j'ai des compétences. J'ai demandé à Dominique Versini, qui devait être prochaine adjointe. X raisons, c'était assez compliqué, elle n'a pas voulu de moi. Ma deuxième option, c'était l'option du cœur, le sport. Pourquoi le sport ? Pour répondre à ta question, déjà, je suis passionné de sport, mais je connais absolument rien dans les politiques publiques sportives. Par contre, j'ai énormément de curiosité, comme tu vois dans mon parcours, et c'était un choix de me dire... Bon, je suis passionné de sport, ça va être l'occasion de découvrir les politiques sportives. Un nouveau défi. Je ne connaissais rien au social. J'ai découvert les politiques sociales et maintenant, je suis très content et curieux et je suis content d'avoir eu un savoir sur les politiques publiques sociales. Donc, j'avais envie de ça. Et troisièmement, j'avais l'intuition plutôt. J'avais l'intuition que, et puis après, depuis 10 ans, c'est ultra confirmé, j'avais l'intuition que le sport était un levier merveilleux de politique publique. J'avais l'intuition qu'on pouvait parler aux petits gamins comme aux plus seniors, qu'on pouvait parler aux pauvres, aux riches, qu'on pouvait parler à ceux qui sont éloignés de sport et à ceux qui en font beaucoup pour faire progresser. Voilà, j'avais l'intuition que c'était un levier de politique publique assez gigantesque. Donc, j'ai candidaté auprès de Jean-François Martin. Il a eu la chance, je sais pas, en tout cas, il m'a pris, donc j'étais extrêmement content. Je le connaissais pas du tout, donc c'était vraiment une candidature spontanée. Il se trouve que je connaissais bien son directeur de cabinet, donc c'est lui qui m'a proposé à Jean-François Martin. Et après, donc j'ai travaillé 5 ans à ses côtés. Et même encore maintenant, je suis dans l'héritage de Jean-François Martin, puisque c'est lui qui avait porté cette notion d'héritage au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Oula, là, tu préemptes ma première question de la partie 2 sur justement qu'est-ce que l'héritage, mais peut-être raconte-nous comment se déroule cette candidature chez nos auditeurs. Certains sans doute ne se souviennent pas de ce contexte, mais moi d'ailleurs, à mon humble niveau, je ne me rappelle pas de toutes ces étapes-là, surtout pour ceux qui ne sont pas parisiens sans doute. Comment ça se déroule ? À partir de quand la ville de Paris ? Il y a des traumatismes de mémoire, je crois qu'il y a eu plusieurs candidatures qui ont laissé des traces. Alors, donc voilà, raconte-nous un petit peu ce contexte. On a une maire de Paris qui a le traumatisme en elle. Je rappelle qu'elle est première adjointe depuis 2001, donc elle a vécu les échecs de 2008 et de 2012. C'était un
profond échec. L'échec de 2012, c'était en 2008. C'est en 2008 qu'on a la candidature pour Londres. C'est un profond échec de Bertrand Delanoë parce qu'on était sûr de gagner. On avait le meilleur dossier. On était suffisamment prétentieux pour être certain de gagner. Et voilà, les Londoniens s'y sont pris mieux que nous. Ils ont réussi à convaincre les membres du CIO à la dernière minute. Un travail qui avait été pas jugé nécessaire par ce que portait la candidature. Donc c'était une vraie surprise, l'échec. Et un vrai traumatisme. Donc arrive 2014, le mouvement sportif et le président de la République, à l'époque François Hollande, ont envie que la France soit candidate et ont envie que Paris soit la candidate de la France, puisque c'est une ville qui accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques soutenus par un État, bien sûr, mais c'est la ville qui signe le contrat de ville hôte. Donc en 2014, il y a une volonté de l'État, une volonté du mouvement sportif et un refus absolu de la maire de Paris. Absolu. C'est-à-dire que ce n'est pas dans sa campagne, elle ne l'a pas dit du tout dans le programme de campagne, elle n'en a pas parlé aux Parisiens, elle n'a pas été élue pour être candidate aux Jeux Olympiques et Paralympiques, donc elle n'a pas du tout envie d'y aller parce que vis-à-vis des 2 échecs précédents, et l'image qu'a aussi le CIO et les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui ont un coût fort pour les habitants, elle a mené une campagne sur les questions écologiques et la manière dont sont organisés les Jeux Olympiques et Paralympiques sur ce plan écologique ne lui conviennent pas. Donc elle est très opposée. Ensuite, petit à petit, on a des gens à la ville de Paris qui se disent on pourrait y trouver un intérêt même sur des questions écologiques, même sur des questions financières, et même sur des questions d'impact et d'utilité. Donc elle laisse écouter les gens qui y travaillent, qui petit à petit commencent à voir comment Paris pourrait accueillir utilement et comment ça pourrait être un intérêt pour les Parisiennes et les Parisiens. C'est ça le leitmotiv de la maire, c'est est-ce que c'est un intérêt pour les Parisiennes et les Parisiens et à quel coût. Et donc ça commence à cheminer petit à petit. Le mouvement sportif fait un énorme travail de conviction, respectant les délais. C'est Bernard Lapassé à l'époque, c'est pas du tout Tony Estanguet qui est le leader à l'époque de la candidature olympique, c'est Bernard Lapassé, membre du CIO et président de la Fédération internationale de rugby, et qui est quelqu'un d'extrême, à qui on doit les Jeux à Paris, on peut se le dire maintenant. Bernard Lapassé il a une bonne entente avec la maire, à passer des messages, à travailler le dossier de candidature qui pourrait plaire à Paris, et arrivent malheureusement des événements extrêmement graves et qui ont en fait un impact positif en termes de résilience pour les Jeux. C'est les attentats de Charlie Hebdo et les attentats du Bataclan, où là la maire, comme le président de la République, totalement bouleversée, mais je ne sais pas quel mot plus important pour dire que bouleversée, traumatisée. Et donc c'est là où elle se dit, les Jeux Olympiques, s'ils sont bien organisés, avec des valeurs fortes, ça peut être la plus belle des résiliences pour les Parisiennes et les Parisiens, pour que elle pense qu'à la jeunesse, pour que les jeunes ne s'affrontent plus sur des questions identitaires, sur des questions religieuses, mais vont se rassembler autour d'une ambition commune et de cette fête commune que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc elle commence à se dire, c'est ce qu'il pourrait y avoir de mieux en résilience après les attentats qui ont meurtri Paris. Et elle donc commence à imposer du coup ces conditions au CIO, qui les entend, Thomas Barr, en disant il faut arrêter les œufs blancs parce que construire un nouvel équipement, c'est ça qui a un coût carbone extrêmement important. Et par ailleurs, souvent, on l'a vu encore à Rio, c'est des équipements qui coûtent cher et qui en plus ne sont pas utilisés derrière parce qu'il n'y a pas de modèle économique pour leur utilisation. Donc, nous, on ira si et seulement si vous changez les règles du CIO et vous allez valoriser les candidatures qui vont réutiliser des équipements existants. Le CIO accepte ça. La candidature olympique insiste énormément sur le cadrage budgétaire. On a vu que ça a quasiment pas dérapé du tout. C'est quand même... tout le monde disait, mais les budgets vont tripler, vont quadrupler. Pas du tout à Paris, pas du tout. C'est cher d'accueillir les Jeux, certes, mais il y a eu, je crois, 10%, 15%, malgré la guerre en Ukraine. C'est pas x2, c'est pas x3, c'est pas x4. Donc, on a maintenu une candidature avec un budget contenu, ça c'est une grande victoire de Paris 2024. Et on a aussi insufflé cette notion totalement nouvelle pour le CO et dans le lobbyisme, qui est la question de l'héritage. On connaissait l'héritage matériel, c'est les équipements qui sont créés. On va découvrir avec les Jeux de Paris 2024 l'héritage immatériel et comment un grand événement comme ça peut accélérer les politiques publiques de Paris, puis les politiques publiques nationales. Et alors toi, Boris, de 2014 à 2019, tu es membre de ce cabinet. Qu'est-ce que tu y fais avant de devenir peut-être ce monsieur héritage à la ville de Paris ? C'est une très bonne question. Moi, je suis conseiller sport et je viens directeur de cabinet adjoint un an avant de quitter le cabinet de Jean-François Martin. Donc, au début, je suis conseiller sport.
Donc, je m'occupe de la moitié des arrondissements avec l'autre conseiller sport. Et j'ai en charge des thématiques un peu structurantes à Paris, comme le développement du sport dans l'espace public et le plan nager à Paris. Et la relation avec des partenaires. C'est comme ça qu'on a commencé à refaire quelques terrains avec Nike, que je vais exploser après en refaisant une cinquantaine dans le cadre de l'héritage. Mais le job d'un conseiller sport, d'un agent comme Jean-François Martin, alors, moi j'ai travaillé avec Malek Bouti, mais là je travaille avec Jean-François Martin. J'ai eu la chance d'avoir quand même deux des élus extrêmement passionnants, du très très haut niveau d'élus, qui avaient des convictions, qui avaient de l'autorité politique et qui étaient écoutés. Et en plus qui étaient extrêmement charismatiques tous les deux. Donc bon, j'ai eu beaucoup de chance. Et donc, j'allais pas apprendre grand-chose à Malek Bouti, à Jean-François Martin. Je n'aurais pas appris grand-chose. Je pense que je leur ai même rien appris. Donc je devais juste mettre en œuvre leurs orientations. J'avais de la chance. Eux avaient des orientations, des avis et des objectifs. Donc je devais juste faire au mieux par rapport à les orientations qu'ils me donnaient. Et du coup, mon job, c'était surtout par rapport à des orientations, de les rendre intelligibles par l'administration parisienne et notamment la direction jeunesse et sport. Je n'étais absolument pas du tout responsable de l'administration. Par contre, dans ma manière de travailler, je devais organiser les réunions adéquates avec les bons partenaires, avec les bonnes directions pour mettre en œuvre le plan nage à Paris, mettre en œuvre le sport dans l'espace public, mettre en œuvre la politique sportive dans les arrondissements, la résidentialisation. On avait des projets structurants quand même. Résidentialisation des clubs sportifs, plan nage à Paris, sport dans l'espace public. Quand tu parles de résidentialisation des clubs, c'est qu'en fait, dans un arrondissement, on va essayer d'allouer un équipement à un club et d'avoir une grosse identité au niveau de cet équipement. Exactement. En fait, quand on gère la politique sportive parisienne, c'est gérer quoi? C'est gérer à peu près 1200 associations qui utilisent, je crois, nos équipements sportifs. C'est plus de 600 équipements sportifs, c'est 2 millions d'heures de créneaux chaque année refusés. En fait, c'est gérer la pénurie. Parce qu'on a énormément de clubs qui veulent des créneaux sportifs. Les maires d'arrondissement choisissent qui ont les créneaux sportifs dans le cadre d'une politique publique municipale, des orientations données par Jean-François Martin et Anne Hidalgo. Et donc, en fait, c'est gérer des créneaux, gérer des subventions. Et donc, on a voulu donner du sens à cette gestion des créneaux et des subventions. Plutôt que de diviser partout pour être gentil avec tout le monde, on avait considéré que un équipement sportif, certes, la ville est propriétaire, certes, il est occupé par des agents de la ville de Paris, mais qui fait le sport à Paris ? À plus de 95%, c'est les clubs sportifs eux-mêmes. Donc il faut leur donner les moyens d'être en bonne condition pour mettre en œuvre la politique sportive parisienne. Et donc c'est ça qu'on a appelé la résidentialisation, c'est plutôt que d'être présent sur 10 gymnases, on va le mettre sur 1 ou 2 gymnases. Comme ça, il va construire la vie sociale de son club. Il va avoir un club house, par exemple, pour avoir une vie en dehors des matchs, en dehors des créneaux, une vie juste sociale, parce qu'un club sportif, c'est une chance dans une ville dense comme Paris, dans des grandes agglomérations. C'est là où on rencontre les autres, c'est là où on fait des choses ensemble. C'est une grande association avec toutes les sociologies, tous les âges. Et donc, il faut donner les moyens aux clubs d'organiser leur vie de bénévolat, leur vie sociale. Et c'est ça la résidentialisation. On va leur simplifier la vie, tout simplement. Le but, le plan qu'a demandé Jean-François Martin, c'est la simplification de la vie associative. Dans 1 ou 2 gymnases, faire confiance au club, faire en sorte qu'il y ait une bonne cohabitation entre les agents de la lycée et les clubs. Ça, c'est une politique structurante, en plus de l'espace public, en plus de la place des femmes, des personnes en situation de handicap et du plan nage à Paris. Et en plus des Jeux Olympiques. Et en plus des Jeux Olympiques qui arrivent petit à petit, mais moi, je ne m'en occupe pas au cabinet. Au cabinet, c'est mon directeur de cabinet, c'est surtout mon directeur de cabinet, mon élu qui gère la candidature olympique avant d'arriver à la délégation générale aux Jeux. Je ne m'occupe pas du tout des Jeux Olympiques. Par contre, je suis le spécialiste de la politique publique sportive parisienne. Le plan nager à Paris, on l'a coécrit, la direction jeunesse et sport et moi. Et ensuite, j'ai organisé la gouvernance pour la mise en œuvre du plan nager à Paris. En 2 mots, le plan nager à Paris ? Le plan nager à Paris, c'est 150 millions d'euros pour créer 5 piscines, pour rénover, je crois, une quinzaine de piscines. Dans le cadre des rénovations, je crois qu'on a fait baisser de 20 à 30% la consommation énergétique des piscines. Donc, c'était les contrats les plus écologiques en Europe qu'on avait réussi à faire dans la rénovation des piscines, parce que ça coûte beaucoup en énergie, les piscines. C'est aussi tout un travail. C'était ça, la raison pour laquelle on a créé un plan nage à Paris, c'est qu'il y avait une crise à Paris des piscines. Elles étaient en grève ou elles étaient fermées. Il y avait vraiment
un gros problème relationnel entre les usagers des piscines, que ce soit les assos ou le grand public, et avec l'exécutif municipal. Donc ce plan Nage à Paris, on a fait des concertations pour justement rediscuter avec les usagers et trouver un bon équilibre entre les clubs, le scolaire et le grand public. Et on a aussi tout travaillé pour maintenant, quand il y avait une fermeture, on expliquait pourquoi, et on anticipait les fermetures. Et donc les usagers, ils ont été écoutés, ils se sont organisés en collectif associatif, ils étaient très remontés. Et le fait de discuter avec eux, de faire le plan avec eux, de le mettre en œuvre, de les associer à la mise en œuvre du plan, il y avait des choses qu'ils n'étaient toujours pas d'accord, mais ils avaient en fait des explications, et on a réussi à... C'était le sujet médiatique problématique en 2014. En 2018-2019, on avait des satisfactions. Tout n'était pas parfait. Tout ne sera jamais parfait. Ça n'existe pas une politique publique parfaite. Par contre, une politique publique qui a des orientations, qui écoute ses usagers, qui essaie de recadrer, qui n'a pas peur aussi de dire qu'elle s'est plantée. Par exemple, on avait décidé de baisser c'était énorme ça. On avait essayé de baisser de 2 degrés l'eau des piscines. Sauf qu'on avait oublié que tous nos agents, des fois, ils ne mettaient pas à 27 de base. À 27 de base. Et des fois, en fait, sans savoir, ils étaient à 30. Par contre, d'un coup, on est passé de 27 à 25. Donc, c'était passé des fois des piscines de 30 à 25. Donc là, il y a eu un effet peu gênant pour des usagers, parce que 5 degrés, ça se sent 1 ou 2 degrés. On avait analysé que ça ne se sentait pas et que ça avait une réduction énergétique gigantesque. Et voilà, on s'est dit, oui, on s'est planté. On l'a fait. On croyait le faire. C'est un peu plus froid. Il y avait un enjeu écologique évident. Mais voilà, on est revenu, quand on en écoute, et quand on a les parents qui nous disaient mais les enfants, ils ont les lèvres bleues, on savait qu'ils exagèrent un peu, mais ils avaient aussi, ça venait pas de n'importe quoi. Ils avaient pas besoin, ils se plaignaient pas pour se plaindre, c'est qu'il y avait un souci. Donc c'est ça qu'on a essayé de mettre en place sur les piscines. Et en fait, c'était le leitmotiv de Jean-François Martin. Là, c'était le sujet des piscines, mais globalement, avec tous les équipements sportifs, c'est comment on fait en sorte que les usagers, les clubs sportifs se sentent bien dans nos équipements et aient envie de grossir la vie associative sportive parisienne. Voilà, donc c'était le plan de résidentialisation, le plan de simplification. On a permis aussi aux clubs d'avoir des créneaux le soir. On a les autorisations juridiques on a laissé, t'imagines David, toi tu viens d'arriver, mais en 2015, on laisse les clés des gymnases à plusieurs clubs et ils s'occupent des gymnases sans agents dans les gymnases entre 22h et minuit. Je peux t'assurer qu'il y a eu des freins administratifs pour nous dire... Mais en même temps... Ça n'existait pas avant. Et tout le monde dit, mais les clubs, ils vont faire un barbecue, ils vont faire n'importe quoi. Le gymnase, on va le retrouver le lendemain à 7h du matin. Il va y avoir des vitres cassées, ils ont fait la fête, ça va être le bordel. Eh bien maintenant, je crois qu'on est combien ? À 150 clubs. Tous les équipements ont des créneaux autonomes le soir et le week-end. Et on a zéro problème parce que on a fait confiance. On a mis une convention, évidemment, ils ne devaient pas faire n'importe quoi. Mais en fait, quand on donne des responsabilités aux clubs et aux usagers, quand on leur dit on te laisse les clés, c'est ton équipement, prends-en soin, eh ben, c'est ce qu'ils font. Donc on a eu plein d'heures de créneaux en plus pour les clubs qui le demandaient. Les agents, ils étaient contents parce que c'est compliqué pour un agent de dire à 22h, bon allez, finissez le match là, il faut aller à la douche parce que moi je ferme le gymnase. Là, il n'y avait plus de tension. Vous finirez quand vous voudrez. Par contre, vous partez et vous remettez les clés. Et voilà, ça, c'est des belles réformes. Ça n'a pas fait la une des journaux, mais je pense que les clubs, je les vois encore maintenant, nous remercient encore d'avoir... Et qui portent leurs fruits aujourd'hui. Moi, je le vois aussi, puisque c'est effectivement mon quotidien au sein de la direction des sports. Mais c'est marrant que tu dises je viens d'arriver, parce que en 2015, moi, j'étais à La Rochelle, on va dire plutôt en province, et je pense que la politique sportive en province est totalement différente, parce que tu n'as pas 20 clubs de basket sur une superficie de Paris où tu es capable de traverser tout Paris pour aller jouer ton match. Vraiment, tu as un club par ville, ou alors un omnisport qui va avoir ses branchements. Moi, le responsable qui a les clés du gymnase et qui ferme le créneau à Rochefort, là où j'étais, dès 2005-2010, c'était déjà possible, en fait. Bien sûr, partout en province, ça se faisait. Il n'y avait qu'à Paris où ça ne se faisait pas. Donc on a dit, on n'est pas plus intelligent que les autres, c'est eux qui sont plus intelligents que nous, donc trouvons les leviers juridiques pour pouvoir le faire. Et alors, comment s'opère cette transition vers la délégation aux Jeux Olympiques et Paralympiques et l'événementiel ? On en parlera forcément dans la partie suivante de comment est structurée cette délégation. En 2018-2019, voilà, comment toi, Boris Vassot, au sein du cabinet, va partir pour aller mener une politique publique, mais là, vraiment, les mains dans le cambouis encore plus, parce que là, tu vas passer côté administration. Alors, c'est une bonne question, parce que moi, je fais que de la politique depuis 2004.
et on est en 2018, donc ça fait 15 ans de politique. Et de quelle manière j'arrive vers l'administratif et pourquoi je vais vers l'administratif. Il y a un élément dont j'ai oublié de te parler, c'est 2014. Certes, c'est mon choix du cœur de rejoindre Jean-François Martin, adjoint au sport, sauf que ça s'est très mal passé parce que j'ai eu la chance de connaître son directeur de cabinet, de avoir pu candidater, mais on est vraiment laissé à l'abandon total, les collaborateurs de cabinet, entre deux mandatures quand notre adjoint ne repart pas. J'avais eu un bon travail, hein, le cabinet de la maire aimait bien ce que j'avais fait pendant 4 ans, mais personne ne va t'aider pour retrouver un adjoint. Tu es tout seul et ce que tu as fait, ça ne sert à rien. Il faut juste que tu aies eu le bon contact, que tu aies ouvert la bonne porte. Donc ça m'a un peu dégoûté, pour être honnête. Et en tout cas, un truc dont j'étais sûr, une fois que j'ai eu le poste chez Jean-François Martin en 2014, c'est que jamais de ma vie, quoi qu'il se passe, je referai la même chose en 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, je ne voulais plus aller en cabinet parce que j'avais été extrêmement blessé et je ne voulais pas revivre ça en 2020. Donc je voulais faire autre chose. Pour être bien sûr de comprendre ce que tu dis, c'est le fait de partir en 2014 et de ne pas être forcément remercié ou de faire une continuité avec l'équipe suivante, ou c'est plutôt que quand tu arrives en 2014 au cabinet au sport, il y a un tuilage qui n'a pas eu lieu. Non. C'est qu'en fait, tu es laissé à l'abandon. Ton contrat s'arrête en 2014 parce que ton adjoint ne repart pas. Et donc, toi, tu dois retrouver un autre travail. Et personne ne t'aide pour retrouver ce travail. En fait, alors que tu as bien fait ton travail pendant 4 ans, personne... Alors que tu fais partie des collaborateurs qui sont plutôt bien vus. Alors, j'ai des défauts. Il y a plein de trucs que je fais pas bien. Et qui ont beaucoup travaillé. Mais j'ai plutôt... j'avais des vrais résultats et je sais que j'étais plutôt apprécié. Mais alors là, tu es totalement laissé à l'abandon pour retrouver un taf. Donc, tu as travaillé super bien et moi, je comptais pas mes heures. Et derrière, personne ne t'aide au niveau RH quand tu es un collaborateur de cabinet. Voilà. Ça n'existe pas, les ressources humaines pour les collaborateurs de cabinet. Donc ça, je ne suis pas étonné. Mais le vivre m'a un peu... je n'avais pas du tout envie de le revivre en 2020. Et quoi qu'il se passait, j'avais trouvé ça d'une telle injustice... c'était pas méritant par rapport à ce que j'avais fait, comment je m'étais donné pour le service public, que hors de question de le refaire en 2020. Et donc, arrive 2018-2019. Donc, on est à 1 an et demi de 2020. On ne sait pas à l'époque qu'il va y avoir la Covid et qu'il va y avoir les élections en 2021. Mais du coup, je dis, il faut que je pense à mon avenir. Je commence à faire déjà un bilan de compétences, etc. Et après, il y a les Jeux Olympiques qui te rentrent dans la tête. Et l'équipe dont on va parler après, la délégation générale au jeu, est déjà complète. Moi, j'ai dit à mon directeur de cabinet, Jean-Baptiste Caillot, il n'y a qu'un seul poste qui peut m'intéresser, c'est l'héritage. Jean-François Martin veut me pousser vers l'héritage de Paris 2024. Moi, je n'ai pas du tout envie, c'est un comité d'organisation, ce n'est pas une collectivité. Donc moi, j'ai envie de faire l'héritage à la ville de Paris. Mais le poste est déjà pris par Julien Dolbois, donc bon... Pour moi, jamais je pense au jeu. Et puis, j'ai pas du tout l'événementiel, n'est pas mon domaine de compétence. On a des gens super compétents maintenant, mais c'est pas là où je suis meilleur. Donc, pour moi, je vais pas travailler sur les jeux. Et c'est pas grave, pas du tout. Et en fait, le coup de chance, c'est que Damien Combrelet, qui était à l'époque responsable héritage, va à Paris 2024, le poste où Jean-François voulait que j'aille, et moi pas trop. Et du coup, il libère un poste que reprend Julien Dolbois, qui était chef de projet héritage. Donc, s'ouvre un poste de chef de projet héritage à la délégation générale au jeu. Et c'est là où le directeur de la délégation, Antoine Chinès, propose à Jean-François Martin, dit pourquoi ce ne serait pas Boris ? Et Jean-François et Jean-Baptiste Caillot me le proposent je me rappelle, c'était à Noël 2018. Un beau cadeau. Et du coup, je suis très content d'y aller à partir de mars 2019. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque, en novembre-décembre 2018, on est en train de préparer le document structurant de la mandature d'Anne Hidalgo sur le sport, qui est le premier document stratégique qui explique ce qu'est la politique publique sportive municipale, qui s'appelle Paris Plus Sportive. Donc, ça combine bien, c'est que je laisse en héritage à Jean-François Martin et à son cabinet le Paris Plus Sportif que je rédige avec tous les collègues de la DJS. Et avant de partir sur les Jeux, je laisse cette politique publique sportive, Paris Plus Sportive. Et j'arrive en mars 2019, chef de projet héritage à la délégation générale aux Jeux. Cette fin de réponse ne pouvait pas mieux tomber. On va pouvoir passer sur la partie suivante pour parler de ton poste héritage.
Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez continuer l'écoute avec le deuxième épisode relatif à son expérience au sein de la ville de Paris, côté administration, sur l'héritage. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, et surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.